Merci beaucoup, Laurence, pour cette introduction et merci à l'université pour cette invitation. Donc, je vais partir de la situation il y a 12 000 ans, aussi bien dans le bassin parisien que dans toutes sortes d'autres régions du monde où il y avait, l'humanité comptait à peu près 1 ou 2 millions d'individus qui vivaient dans des petits groupes, la plupart du temps nomades, de quelques dizaines d'individus à chaque fois. Et la question, c'est effectivement que s'est-il passé en 10 000 ans pour que l'humanité, c'est-à-dire rien, Homo sapiens, comme vous le savez, existe depuis à peu près 300 000 ans, pour qu'on soit passé en si peu de temps à 6, 7, bientôt 8 milliards d'individus, dont 1 ou 2 milliards ne mangent pas à sa faim et 1 ou 2 autres milliards sont en surpoids, et où 1% de l'humanité possède autant que les 50% les plus pauvres. Et ceci, c'est effectivement le résultat direct de ce qu'on appelle depuis Gordon Childe la révolution néolithique. Donc les représentations qui datent de cette époque, toujours des derniers chasseurs-cueilleurs, mais déjà Homo sapiens comme vous et moi, sont essentiellement des animaux, parce que c'est des sociétés qui se pensent à travers les animaux, qui se perçoivent, comme le montrent les mythologies des chasseurs-cueilleurs qui ont pu être observées par les ethnologues, qui se perçoivent comme une espèce parmi d'autres et qui souvent, dans le cadre de ce qu'on appelle le totémisme, où chaque groupe descend d'un ancêtre mythique qui est souvent un animal. Et les rares représentations humaines, extrêmement minoritaires par rapport aux représentations animales, sont des représentations féminines au caractère sexuel exacerbé. Et puis, donc, il y a une dizaine de milliers d'années, dans plusieurs régions du monde, indépendamment l'une de l'autre, ces taches grises sur la carte, des chasseurs-cueilleurs commencent à inventer l'agriculture et l'élevage, mais seulement dans quelques régions au début. Alors pourquoi à ce moment-là ? Parce que jusqu'à présent, Homo sapiens, depuis moins 115 000 ans, vivait dans une période glaciaire où les glaciers descendaient, sinon jusqu'ici, du moins pas très loin au nord. Et en même temps, Homo sapiens, même s'il existait depuis 300 000 ans, continuait à évoluer. Et c'est seulement il y a 40 000 ans qu'on peut voir, comme on voyait sur les 2 images précédentes, qu'il commence à faire de la figuration. Donc on peut penser que globalement, son cerveau continue, en fonction de la sélection naturelle, à évoluer régulièrement, et que c'est la première fois qu'un Homo sapiens avec un cerveau déjà plus complexe se trouve confronté à un environnement plus favorable à partir de moins 10 000 ans. Et en outre, effectivement, l'intérêt de l'agriculture, c'est de la possibilité de la sédentarité, de ne plus être dépendant des ressources saisonnières de leur environnement. Alors, je m'en excuse auprès de ceux qui sont familiers avec le néolithique, mais on va distinguer trois modes d'apparition de l'agriculture et l'élevage dans chaque région, soit par invention, ce qu'on appelle néolithique primaire, soit par colonisation. À partir des foyers primaires, ça va créer, on va y revenir, rapidement un excédent de population. Donc des populations vont partir de ces foyers primaires et coloniser de nouvelles régions. Et puis,
néolithique tertiaire, dans certaines régions, des chasseurs-cueilleurs au contact des nouveaux agriculteurs vont progressivement adopter l'agriculture et l'élevage. Alors, pourquoi ces taches grises tout à l'heure sur la carte, pourquoi là et pas ailleurs? Eh bien, il faut effectivement, banalement, qu'on se trouve dans un environnement favorable avec des espèces qui sont domesticables, aussi bien animales que végétales, et évidemment, toutes ne le sont pas. Mais il ne faut pas non plus être dans une région où les ressources sont trop abondantes, puisque si vous vivez dans les grandes plaines d'Amérique du Nord et que des milliers de bisons passent tous les jours devant votre tipi, vouloir les domestiquer, c'est quelque chose de pas forcément très avantageux en termes de coût-profit. Mais tout ça ne va pas être suffisant puisque l'agriculture et l'élevage ne sont pas apparus dans toutes les régions où elles auraient pu le faire d'un point de vue environnemental. Donc il y a fallu aussi des raisons culturelles et techniques. Technique dans la mesure où il faut être capable de stocker les céréales juste sans qu'elles pourrissent ou sans qu'elles soient dévorées par les rongeurs jusqu'aux semailles suivantes. Ça suppose aussi des conditions culturelles, c'est-à-dire un nouveau rapport à la nature. Non plus se sentir immergé dans la nature, mais avoir la volonté de dominer la nature, c'est-à-dire une manière complètement différente d'être au monde et de sa vision du monde. Alors, ça ne s'est pas fait non plus d'un jour à l'autre. On a des exemples par exemple, à propos des palmiers à huile en Afrique, où, en fonction, les populations qui pratiquent une agriculture itinérante sur brûlis, qui se déplacent, non pas tous les ans, mais tous les 20 ou 30 ans, vont arriver dans une région où on va abattre tous les arbres, sauf les palmiers à huile. On va y rester un certain temps, on va aller un peu plus loin, on va faire la même chose. Et quand on va revenir au premier endroit, eh bien, entre-temps, il y aura les anciens palmiers à huile plus d'autres nouveaux. On va à nouveau éliminer tous les arbres, sauf les palmiers à huile, si bien que vous aurez très progressivement des plantations entières de palmiers à huile sans qu'il n'y en ait jamais eu un seul de planté. Donc, sans prendre tous les cas de figure, il y a toutes sortes de mécanismes qui montrent comment vont s'établir progressivement ces contrôles d'un certain nombre d'espèces animales et végétales. Le premier animal domestiqué, ça a été le chien à partir du loup. Donc, tous les chiens que nous connaissons ont des ancêtres loups. Et ça commence dès les chasseurs-cueilleurs. On a des indices de domestication du loup, de la transformation du loup en chien dans le Paléolithique supérieur aux alentours de 20-25 000 ans. Et on connaît un certain nombre de groupes de chasseurs-cueilleurs en Sibérie, au Japon, en Amérique, qui ont effectué cette domestication de ce canidé. Et donc, ce n'est pas une domestication alimentaire, même si ça peut arriver dans certaines régions, mais à la marge. C'est une espèce d'association d'intérêts entre bandes d'humains et bandes de loups qui, effectivement, chassent à peu près de la même façon et vont se rendre des services réciproques. Et on peut constater, là, comme le montre la tombe, qu'au néolithique, les chiens ne sont pas traités comme les autres animaux et vont avoir pour en bénéficier parfois de véritables tombes. Alors cette question de la domestication et du rapport à la nature, ça a été notamment développé par l'archéologue français Jacques Cauvin, Naissance des divinités, naissance de l'agriculture, qui a supposé qu'il y aurait d'abord eu une espèce de révolution de ce qu'il appelle la révolution des symboles, c'est-à-dire un nouveau regard porté sur la nature
de volonté de contrôle et que c'est à partir de ça que se serait développée l'agriculture et l'élevage. Alors, évidemment, c'est difficile à prouver. Ça a été critiqué. On a dit que c'était comme ça. Il n'y a aucune explication particulière. Il faut plutôt supposer que les deux se sont accompagnés et sur des temps très longs. J'ai mis aussi Thomas Edison et la petite fille parce que la première phrase qui n'a jamais été enregistrée, puisqu'on enregistre aujourd'hui, c'était en anglais une phrase d'Edison qui dit Marie a un agneau et partout où Marie va, son agneau la suit, qui est ce processus de domestication ou au moins d'apprivoisement de petits animaux, par quoi a pu commencer la domestication, puisqu'on a des exemples ethnographiques, notamment en Amazonie, où des chasseurs-cueilleurs, par plaisir, domestiques, apprivoisent des animaux sauvages pris très jeunes, plus comme animaux de compagnie que dans un but complètement utilitaire. Donc on peut supposer que c'est comme ça que les choses ont commencé. Alors, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous donne quelques références en passant. La révolution néolithique dans le monde, c'est un colloque que j'avais coordonné il y a une dizaine d'années et qui couvre le monde entier, mais qui est déjà très spécialisé, l'ensemble des régions. Il y a une version plus soft, plus grand public dans le livre que citait Laurence tout à l'heure, une histoire des civilisations, où il y a toute une partie sur le néolithique dans les différentes régions du monde. Et Avant l'histoire est un livre très intéressant du regretté ethnologue français Alain Testard, qui de réflexion notamment sur l'invention de l'agriculture et de l'élevage. Et puis vous avez là Sapiens, l'inévitable Sapiens de Yuval Harari, que je mentionne quand même si c'est un best-seller tiré en 6 millions d'exemplaires, parce que c'est néanmoins un livre intéressant du point de vue du grand public. Ce n'est pas parce que c'est un best-seller qu'il est forcément mauvais. Et Âge de pierre, âge d'abondance de Marshall Sahlins, qui est un livre assez ancien, est intéressant aussi parce que c'est une réflexion anthropologique sur les chasseurs-cueilleurs, où il argumente que finalement les chasseurs-cueilleurs, ils avaient un meilleur rapport coût-profit que nous, dans la mesure où ils travaillent en moyenne que 3-4 heures par jour, alors que nous travaillons tout le temps, et que l'abondance, finalement, n'est pas un problème de définition quantitative, puisque notre niveau de vie est bien supérieur à celui des rois européens il y a 3-4 siècles, et l'humanité continue, notre niveau de vie devrait être bien inférieur à celui qu'aura l'humanité dans 5 ou 10 000 ans. Donc si on définit l'abondance uniquement sous la forme de ce rapport coût-profit, les chasseurs-cueilleurs auraient été les seules vraies sociétés d'abondance. Mais je reviens donc à cette apparition à ces foyers. On peut aussi voir, là, si on prend ce qu'on appelle des biomes ou des zones environnementales, que là où l'agriculture apparaît, notamment dans nos régions, c'est autour de la Méditerranée, là ce qui est en marron foncé, un ensemble de conditions environnementales plutôt favorables et qui demanderont une certaine adaptation, je vais y revenir, pour ensuite aller dans des régions moins favorables. Alors là, on ne parlera que du Proche-Orient et de l'Europe, parce qu'on n'a pas le temps de faire le monde entier, mais disons que c'est au Proche-Orient, mais je vais y revenir, qu'apparaît d'abord les premières expériences agricoles vers moins 9500 à peu près. Ça se répand dans l'ensemble du Proche-Orient, et puis ça va partir ensuite en fonction de ce boom démographique provoqué
et par une alimentation plus sécurisée et par la sédentarité, puisque l'ethnologie nous montre que les chasseuses-cueilleuses ont en moyenne un enfant tous les 3-4 ans, alors que les agricultrices des sociétés traditionnelles, jusque dans l'Europe rurale du XXe siècle, avaient pratiquement un enfant tous les ans, même si beaucoup mouraient en bas âge. Donc en tout cas, on a cette explosion démographique, on reviendra sur ces nombreuses conséquences, qui fait que les populations surnombre vont partir dans différentes directions. Là, on a indiqué que l'Europe, mais il faut imaginer aussi tout le nord de l'Afrique et également l'Asie, l'extrême est de l'Europe et l'Asie centrale. Et donc ensuite, il y aura cette expansion d'est en ouest, mais sur laquelle je reviendrai. Donc c'est au départ carte du Proche-Orient où apparaît effectivement le néolithique. Et donc il n'y a pas de néolithique indigène à l'Europe, c'est un néolithique par colonisation ou par acculturation, contrairement à d'autres régions. Donc, en ce qui nous concerne, ça apparaît au Proche-Orient. Ici, vous avez la superposition entre les zones d'apparition du néolithique et les zones où vous avez des céréales sauvages, puisque ce néolithique-là sera basé d'une part sur le blé et l'orge essentiellement, et par ailleurs, outre le chien, porc, mouton, bœuf et chèvre. Et sur chacun des foyers, des autres foyers que vous avez vus sur la surface du globe, on aura à chaque fois des céréales de base qui vont vraiment constituer le noyau de cette nouvelle nourriture. Donc le riz en Chine du Sud, le millet en Chine du Nord, le sorgho en Afrique, le maïs dans les Amériques. Et c'est aussi ces céréales, j'y reviendrai tout à la fin, qui ont favorisé aussi l'émergence de systèmes étatiques. Alors ces populations à l'origine, pour le Proche-Orient, qu'on appelle les Natoufiens, du nom d'un cours d'eau en Israël, ont une culture matérielle tout à fait classique chez les chasseurs-cueilleurs, avec des petites huttes circulaires, un outillage en os et en pierre pour justement ramasser les céréales et les broyer. Et toujours aussi un intérêt, comme on l'a dit tout à l'heure, pour la sexualité, avec ce couple enlacé réalisé dans un galet en quartz. Et ça, on est vers moins 10 000. Et 2000 ans après, eh bien, on a affaire à de vastes villages réunissant plusieurs centaines de personnes. Ici, une fouille française sur les bords de l'Euphrate, en Syrie, où les huttes rondes font place à des constructions quadrangulaires parce que c'est beaucoup plus facile à agrandir, à ajouter des parties au fur et à mesure que le groupe familial s'étend. Mais on va garder quand même la forme circulaire pour des constructions liées aux activités cérémonielles, au rapport avec le surnaturel, comme ici. Donc, c'est la construction que vous avez au milieu et qui sert aussi sur ce site de lieu de stockage. Donc, ces structures circulaires, on va les retrouver dans un certain nombre de constructions qu'on considère normalement comme les plus anciens temples de l'humanité, les plus anciens sanctuaires construits, puisque les grottes peintes du Paléolithique sont normalement interprétées comme des sanctuaires, mais elles ne sont pas construites, elles sont naturelles, même si elles vont être occupées et peintes. Et donc sur ce site de Göbekli Tepe, dans le sud de la Turquie, près de la frontière syrienne, on a toute une série, je montre d'abord sous une forme schématique parce que c'est plus facile à comprendre, donc une vingtaine de constructions circulaires en pierre sèche, dont 4 ont été fouillées, des murs concentriques en pierre sèche et dans lesquels sont insérés des grands stèles
couvertes de bas-reliefs montrant des animaux. Donc dans la réalité, c'est comme ça, les constructions en pierre sèche et puis ces grandes stèles verticales, hein, ou en plan, c'est ce que vous avez en vert foncé, ces différentes constructions circulaires, et puis ces stèles qui sont marquées en rouge, qui font entre 3 et 5 mètres de haut. Donc voilà ce qu'on vient de voir, et quelques exemples de ce qu'on va trouver de représenter, essentiellement des animaux sauvages au moment où ces populations sont en train de basculer vers l'agriculture et l'élevage. La plupart du temps, quand le sexe est identifiable, c'est des animaux mâles, et également des stèles stylisées de forme humaine, comme ce que vous avez en haut à droite, où on devine une ceinture et l'arrivée des bras et des mains, ces stèles anthropomorphes étant figurées au centre, deux par deux, en couple, au centre de chaque construction. Donc le néolithique l'apparition, la création du néolithique va s'accompagner d'un bouleversement complet dans les systèmes de représentation et donc très probablement dans la conception du monde, même si on va avoir encore pendant un certain temps des traditions anciennes qui vont se perpétuer, représentation des animaux, mais de moins en moins, et représentation féminine plus ou moins sexualisée. Autre exemple de ces réalisations, par exemple, c'est ces statues qui font à peu près 1 mètre de haut, donc de plus en plus de figurations humaines, et qui sont en plâtre sur un bâti de jonc, et avec les yeux figurés en bitume trouvés naturellement, ou encore ces crânes dits surmodelés, où on récupère le crâne d'un ancêtre une fois qu'il est desséché, et on modèle un visage d'argile. Parce qu'en même temps que la sédentarisation des vivants va s'effectuer, la sédentarisation des morts, apparaissent les premiers cimetières, puisque auparavant, dans les groupes nomades, on enterrait au gré des déplacements. D'autres exemples de ces crânes surmodelés. Encore un autre exemple nouveau, un masque taille pour être fixé sur un visage avec les trous de fixation et les trous pour voir et parler. On sait que dans les sociétés traditionnelles, les masques font partie des cérémonies religieuses. Et cette technique des crânes humains surmodelés, elle est utilisée aussi sur des crânes d'aurochs. On récupère le crâne et on modèle un mufle en argile. L'auroch fait partie d'une grande attention. C'est en effet le plus grand animal sauvage vivant dans ces régions. Il va être en partie domestiqué et il va se transformer donc en vache, et c'est sous cette forme qu'il va arriver en Europe, où il y avait par ailleurs des aurochs également en Europe jusqu'au XVIIe siècle. Les derniers ont disparu dans une réserve polonaise au XVIIe siècle. Donc ce thème de l'auroch et du taureau va se poursuivre très longtemps à travers un certain nombre de religions successives. Là, c'est une autre représentation de ce site qu'on avait auparavant, qui s'appelle Çatalhöyük, également dans le sud de la Turquie, et qui est très connu, donc vu d'artistes ici. Et également, toujours sur ce site de Çatalhöyük, figurine féminine qui est assise et les mains posées de part et d'autre sur deux léopards. Donc là encore, animaux qui vivaient à l'état sauvage dans ces régions, avec une association de la féminité et de la sauvagerie.
qu'on retrouvera jusqu'à l'époque grecque, quand on commence à avoir des textes. C'est le qualificatif d'Artémis, Potnia Théron, la maîtresse des animaux sauvages. De même que quand on commence à avoir des textes sur les grandes religions orientales, à partir de la fin du 4e millénaire avant notre ère, il y a souvent une association entre la femme et le taureau représentant le principe mâle, parèdre de la déesse qu'on va retrouver chez Baal, chez Hadad, dans un certain nombre de religions orientales. Mais donc au fur et à mesure du développement démographique, on arrive à des agglomérations au Proche-Orient qui vont atteindre plusieurs milliers d'habitants et qui visiblement ont posé des problèmes logistiques puisque va arriver un moment de rupture au 7e millénaire avant notre ère où ces grands villages brusquement disparaissent et les populations, une partie des populations va s'éparpiller. C'est comme ça que toute la Mésopotamie, l'Irak actuel va être néolithisé, va être colonisé par ces agriculteurs qui vont sortir du strict bord méditerranéen et une autre partie va aller vers l'Afrique du Nord et une autre donc vers l'Europe. Donc en Europe, c'est d'abord assez logiquement la péninsule des Balkans qui va être colonisée, d'autant plus facilement que le niveau de la mer, avec l'interglaciaire, les glaces du pôle, des pôles et des glaciers alpins fondent, et le niveau de la mer, qui était à 150 mètres plus bas il y a 12 000 ans, remonte. Mais à cette époque, vers moins 6500, il n'est pas encore complètement remonté, il est encore 7 mètres plus bas que l'actuel. Donc il y a beaucoup plus d'îles dans la mer Égée, il y en a encore 2000 actuellement, et elles sont beaucoup plus grandes. Donc ils ont pu aussi bien traverser, aller d'île en île, on voit toujours de chaque île l'île suivante, et on a des preuves que la navigation maritime est déjà contrôlée, où ils peuvent aussi suivre les bords de la mer Égée. Et à partir des Balkans, on va avoir deux courants de colonisation. Un qui va suivre les bords de la Méditerranée, ce qui est indiqué en violet ici, de proche en proche, et un autre, le plus important démographiquement, qui est indiqué en marron, qui va s'emparer de toute l'Europe tempérée et arriver jusque dans nos régions. Alors, pour être plus concret, je vais donner l'exemple de la fouille archéologique que nous avons fait, ma collègue Marion Lichardus, Iten et moi-même, celle de Kovačevo, à laquelle faisait allusion tout à l'heure Laurence. Donc, ce site se trouve à la frontière entre la Bulgarie, la Grèce et la Macédoine. Il est installé sur un plateau légèrement descendant en bordure d'un cours d'eau qui lui-même rejoint le Strymon, que vous avez en bleu, qui est une des voies de pénétration dans les Balkans avec les autres grands fleuves, sans entrer dans les détails, le Vardar ou la Maritsa. Donc, voilà à quoi ressemblaient ces premiers villages européens vers moins 6200. C'est la première phase du site, des maisons en poteaux de bois rectangulaires, utilisant les matériaux locaux, bois et terre. Et on peut préciser leur forme parce qu'on a également des petites maquettes de l'époque ou des phases suivantes en terre cuite dans l'ensemble de l'Europe qui nous donnent une idée de à quoi elles pouvaient ressembler très concrètement pour leur forme, et donc notamment un toit à deux pentes, ce qui est logique dans des régions qui sont plus humides.
À l'intérieur, on trouve des fours qui sont du même type que les fours à pizza actuels, c'est-à-dire des grosses pierres pour garder la chaleur, une sole en argile plus fine et puis le départ de la voûte qui recouvrait. Et on trouve ces fours à l'intérieur des maisons à la fois pour la cuisson et pour le chauffage. Et on a la chance, dans le nord de la Grèce, en Thessalie, d'avoir trouvé cette sorte de maison de poupée qui fait à peu près une vingtaine de centimètres, mais qui est intéressante à plusieurs titres parce que donc on a la base des murs, la porte, vous avez un four, et puis différents objets, et puis il y a 6 figurines humaines, 2 grandes en haut à gauche, 2 moyennes en bas et 2 petites en haut à droite. À chaque fois, une féminine et une présumée masculine, puisqu'elle n'est pas féminine. Et donc, c'est intéressant parce que ça suggère qu'on avait 3 générations sous un même toit et que c'était plutôt un système monogame, hein, ce qui n'est pas le cas de toutes les populations humaines connues sur Terre. Avec le néolithique, au moins au Proche-Orient et en Europe, apparaît la poterie. Il y a des populations de chasseurs-cueilleurs, quand ils sont sédentaires, qui ont de la poterie. Les plus anciennes sont en Chine vers moins 18 000 et au Japon vers moins 14 000. Mais les premières populations néolithiques du Proche-Orient n'ont pas de poterie. On parle pour ça d'un néolithique pré-céramique ou acéramique en un seul mot. Et là, la poterie apparaît et la poterie, par ses fonctions utilitaires, va aussi être un support esthétique. Presque jamais figuratif, au contraire avec des motifs géométriques, symétriques et une espèce de quadrillage de l'espace qu'on a parfois mis en rapport avec ce quadrillage de la nature qui est induit par l'agriculture et l'élevage. Alors quelques objets, des cuillères en os qu'on trouve aussi bien en Turquie que ici dans les Balkans. Les fameuses haches polies qui faisaient que jadis, pour désigner néolithique, un des termes c'était âge de la pierre, âge de la pierre polie, parce que c'est là que le polissage apparaît, qui est une technique qui rend la pierre plus résistante, et les haches polies servent essentiellement à couper le bois, puisqu'il faut à la fois déboiser et puis construire des habitations. Donc elles étaient elles-mêmes emmanchées, comme vous voyez à droite, soit dans un morceau de bois coudé, soit dans une gaine en bois de serre qui elle-même était fixée dans le manche. Il faut à peu près 1 heure pour couper un arbre de 15 cm de diamètre. Des silex qui servent à essentiellement accueillir les plantes, comme le prouve l'étude de leurs traces au microscope. Elles étaient fixées comme ça sur un manche en bois de serre ou en bois. Et puis on a le lustré là, qui correspond à la coupe, aux traces d'utilisation. Et voilà les voilà en vrai, là, provenant de Bulgarie. Et enfin, les meules, pour broyer la farine, il faut 1 heure à peu près pour avoir 1 kilo de farine. Et ça va être un bouleversement alimentaire important, puisque jusqu'à présent, on mangeait surtout de la viande. Et là, avec les céréales, les bouillies de céréales, les pains, crêpes et autres, l'alimentation va changer. Elle est beaucoup plus molle, beaucoup plus sucrée. Et on va voir le début notamment des caries dentaires qui sont pratiquement inexistantes chez les chasseurs-cueilleurs et qui vont exploser. Des exemples de parures, ici bracelet en marbre, et ces figurines féminines qui continuent pour un temps encore la tradition du paléolithique, avec là notamment les fesses qui sont exacerbées et qui n'ont pas de rôle dans la conception, dans la fertilité, parce qu'on évoque souvent, on dit il est question de fertilité, de fécondité, mais on peut penser tout autant qu'il s'agit de sexualité dans la mesure
mesure où l'espèce humaine est la seule parmi les mammifères, et plus précisément les primates, où la sexualité n'est pas interrompue régulièrement par les cycles féminins, mais où elle peut être pratiquée tout le temps, contrairement aux autres mammifères, donc ce qui crée à la fois des avantages, mais aussi une tension sociale qui est beaucoup plus présente et qui fait que les plus anciens textes qu'on connaisse, pour l'Europe, c'est l'Iliade, qui commence par une infraction sexuelle, l'enlèvement de Hélène par Paris, puis la dispute entre Agamemnon et Achille pour la possession d'une captive, c'est-à-dire d'une esclave sexuelle, puis sans arrêt, tout au cours de l'Iliade, si vous en avez un souvenir, l'idée qu'on va emporter les femmes des Troyens, etc., etc., de même que l'histoire de Rome commence avec l'enlèvement des Sabines. Et à côté de cette présence féminine, il y a toujours à Kovačevo un crâne de roc qui est déposé au fond d'une fosse et qui nous montre la continuité de cette tradition d'importance de l'auroch. Et là, un exemple de travail archéologique, vous avez de haut en bas l'évolution des formes et des décors de poterie sur à peu près 800 ans, qui va permettre aux archéologues de faire ce qu'on appelle des chronologies, de mettre en ordre et de comparer les sites les uns par rapport aux autres. Alors, quand ces chasseurs-cueilleurs avancent, quand ces agriculteurs, je veux dire, avancent, ils n'avancent pas dans un espace vide, puisque l'Europe est occupée par des chasseurs-cueilleurs descendants de ceux qui ont peint les grottes de Lascaux, Chauvet, etc., qui sont répartis en petits nombres, quelques dizaines de milliers, sur l'ensemble de l'Europe. Ils vont donc les absorber, c'est ce que montrent aussi les analyses de paléogénétique qu'on peut faire maintenant depuis quelques années, et qui montrent que effectivement, ils n'ont pas été massacrés et éliminés, mais qu'ils ont été progressivement assimilés. Et que ici, dans cette salle, on a une partie de notre patrimoine génétique qui vient des agriculteurs proche-orientaux et une autre partie qui vient de ces chasseurs-cueilleurs indigènes. Donc là, l'environnement européen va connaître deux transformations. On passe d'un climat périglaciaire jusqu'en moins 10 000, moins 12 000, avec plutôt des paysages de steppe et des animaux liés au froid comme la mammouth et le renne. Ça se réchauffe, les mammouths et les rennes remontent vers le nord, pousse une grande forêt vierge d'espèces tempérées, chênes, tilleuls, etc., dans lequel on va trouver ces animaux tempérés, cette fois, cerfs, chevreuils, sangliers, aurochs, justement. Et puis, second bouleversement environnemental, arrivent les agriculteurs qui, eux, vont déboiser massivement, brûler. Dans tous les paysages qu'on connaît déboisés en Europe sont des paysages qui remontent au néolithique, comme tous les paysages méditerranéens de garrigues ou de maquis sont le résultat de ces déboisements. Mais ils vont apporter leurs propres espèces. Ils ont déjà domestiqué depuis plusieurs millénaires les aurochs en les transformant en bœufs et en vaches. La castration d'ailleurs des bœufs est attestée dès le néolithique. Et ils ne vont pas essayer de nouveau de domestiquer des sangliers et des aurochs. Ils viennent avec leurs propres espèces, même s'il y a eu des croisements accidentels entre porcs et sangliers, entre aurochs et vaches, mais qui sont relativement minoritaires. Dans les Balkans, on assiste à tout un art plastique extrêmement riche qui est souvent pas très bien connu en Europe occidentale, mais plus les agriculteurs avancent d'est en ouest, plus ça va s'appauvrir et ça va se simplifier jusqu'à quasiment disparaître.
Là, on est en Bulgarie et en Roumanie. Ici, on est en Serbie. Alors, au sujet de ces représentations majoritairement féminines, depuis le XIXe siècle, il y a eu des théories qu'à l'origine, ces sociétés auraient été matriarcales, c'est-à-dire que c'est les femmes qui auraient eu le pouvoir, mais qu'ensuite, à la fin du néolithique, au cours de l'âge du bronze, ces sociétés seraient devenues patriarcales. Ça a été développé dès le XIXe siècle par un érudit suisse qui s'appelait Barhofen, et ça a été repris dans les années 70-80 par une archéologue américaine, Maria Gimbutas, que vous avez ici, qui a été traduit en français, le langage de la déesse, qui a beaucoup développé cette idée que c'était des sociétés matriarcales pacifiques et qui avaient été envahies par des sociétés guerrières venues des steppes. Et ça a été même repris, là, un livre par une anthropologue historienne allemande, Heide Göttner-Abendroth, que le livre a été traduit en français cet automne, aussi par une maison d'édition féministe, comme celle qui a traduit le langage de la déesse. Il s'appelle « Les sociétés matriarcales » et elle reprend les théories de Maria Gimbutas pour dire qu'il y avait des sociétés matriarcales et qu'on peut en observer encore quelques-unes qui seraient des sortes de résidus, même si elle donne à la société matriarcale un sens beaucoup plus large. Elle dit c'est pas une société où les femmes auraient le pouvoir à l'exclusion des hommes, c'est pas un patriarcat inversé, parce que ça c'est une vision justement patriarcale et machiste, dit-elle. C'est des sociétés où les femmes ont une autorité beaucoup plus importante que dans beaucoup d'autres sociétés. Elle en pointe un certain nombre. Alors, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça en fait partie, donc je n'ai pas commenté trop longuement. Mais ce que je voudrais dire, c'est que dans beaucoup de mythologies du monde, il y a cette idée que les femmes avaient le pouvoir et qu'elles sont si mal servies qu'à leur corps défendant, les hommes ont été obligés de leur prendre. On trouve ça en Amazonie, en Nouvelle-Guinée, etc. Et si on prend des récits plus proches, dans le cas d'Adam et d'Ève, on était dans le paradis terrestre, et puis c'est Ève qui oblige Adam, là, dans la version de Rubens, Adam essaie vraiment d'empêcher Ève de le faire, et à peu près la même chose pour Cranach. En haut à droite, ou chez les Grecs, avec le mythe de Pandore, il n'y avait que des hommes mâles sur Terre. Ils réussissent à avoir le feu grâce à Prométhée, qui vole le feu aux dieux. Zeus est très fâché. Pour punir les hommes mâles, il fait créer par Héphaïstos une créature infernale, la femme. La première, c'est Pandore. On lui dit, comme à Ève, on lui interdit de faire quelque chose, c'est-à-dire d'ouvrir une jarre, là, une boîte, la fameuse boîte de Pandore, où il y a tous les mots MAUX du monde. Évidemment, elle désobéit et tous les mots MAUX s'envolent. Et elle referme au dernier moment. Il ne reste plus que l'espérance, qui est la seule chose qui nous reste. Donc c'est cette idée que les femmes avaient le pouvoir autrefois et peut apparaître, sachant qu'on ne connaît pas vraiment de société matriarcale au sens propre, apparaître plutôt comme une justification de la domination masculine plutôt que comme un fait historique réel. Et si la question vous intéresse, l'anthropologue Alain Testard, dont je parlais tout à l'heure dans son livre Avant l'histoire, a aussi consacré un livre à la réfutation de cette idée d'un temps idéal de société préhistorique matriarcale. On était dans les Balkans, on va continuer d'une part en suivant les côtes de la Méditerranée. C'est
courant qu'on appelle le cardial, parce que souvent c'est décoré par impression de coquillages de coque, cardium et doublé. Et c'est en partie une navigation maritime qui explique que c'est un peu en saut de puce, c'est pas un rouleau compresseur, et on a retrouvé, ça c'est la copie, la reproduction d'une pirogue qu'on a retrouvée dans le nord de l'Italie. On connaît beaucoup moins les habitats de cette période parce qu'il n'y a pas eu de grandes fouilles de sauvetage dans cette région. On ne sait pas si c'était plus ou moins circulaire comme ça ou différent, mais on les connaît plutôt mal. Et puis, comme je vous l'ai dit, le principal courant, c'est ces grandes taches marron clair qui va aller de la mer Noire à l'Atlantique et des Alpes jusqu'à la Baltique. Et on estime qu'il y avait à peu près, dans la plus grande expansion, à peu près 2 millions d'humains appartenant à cette culture qu'on appelle le rubané ou la céramique linéaire. 2 millions, c'est-à-dire autant que toute l'humanité avant le début de l'agriculture et de l'élevage. Donc céramique linéaire ou rubané, qui est très bien représenté en Belgique également. Là c'est en Hollande, avec donc ces vases. Il n'y a plus de peinture comme dans les Balkans, mais c'est des motifs géométriques sur la pâte fraîche, avec des grandes maisons longues, des puits en bois. Donc des maisons qu'on connaît en fouille, avec ces plans très caractéristiques de 5 rangées de poteaux et avec les reconstitutions là en bas en 3D ou en vrai à droite. Et quand on fouille, ça donne ça, c'est-à-dire on retire la terre arable avec ces engins mécaniques qui peuvent travailler à 2 cm près, et on a le plan, les fossés des murs, les poteaux. Et voilà pour l'Allemagne l'exemple d'un des puits qu'on a retrouvé vers donc moins 5000. Celui-là descendait jusqu'à 14 mètres de profondeur. Et on en a retrouvé un en République tchèque il y a quelques jours qui, lui, aurait à peu près... parce qu'on peut dater le bois à l'année près avec la dendrochronologie, aurait encore 100 ans serait vieux de 100 ans de plus. La chasse va continuer avec ses pointes de flèche, mais elle occupe à peu près plus que 5% en gros de l'alimentation carnée. Le reste, c'est essentiellement de l'alimentation domestique, d'animaux domestiques. Et pour évoquer les rites funéraires, donc les défunts sont enterrés en position fétale la plupart du temps, avec des récipients à côté qui devaient contenir sans doute un viatique pour l'au-delà, leur parure personnelle et parfois de la poudre d'ocre qui évoquait la vie. Et comme je vous le disais, plus on va aller vers l'ouest, plus ces figurines vont devenir sommaires, si bien quand on arrive près de l'Atlantique, il y en a pratiquement plus. Mais quand même, là, en Normandie, on a l'exemple encore d'un taureau qui fait à peu près 30 cm de haut et de longueur et qui montre la permanence de cet intérêt. Alors, autour, il y a encore des chasseurs-cueilleurs qui vont être progressivement pénétrés par l'agriculture et l'élevage. Là, on est en Russie, par exemple. C'est genre de reconstitutions qui ont pu être faites. Quand ils sont sédentaires, ils ont une poterie grossière, des constructions un peu sommaires, quelquefois donc sédentaires. Donc ça, c'est ce qui se passe en Europe. Au Proche-Orient, à partir de 3500, on va voir apparaître les premières villes et donc les premiers États du monde. Pourquoi là ? Parce que, en fait, c'est là le plus ancien endroit où est apparue l'agriculture et l'élevage, mais c'est aussi des sortes de nasses écologiques. C'est lié à des fleuves, le Nil, le Tigre, Euphrate, qui sont entourés de mers, de déserts ou de montagnes.
Donc il y a de plus en plus de monde, une partie est allée ailleurs, mais une autre est restée, et on a cette augmentation continue qui fait qu'on va déboucher sur ces premiers États avec une population de plus en plus nombreuse. Le principe de signe abstrait qui existe sur les parois des grottes du Paléolithique va être combiné en écriture, parce qu'on peut se transmettre oralement des hymnes religieux, des épopées, des généalogies, mais pour gérer économiquement une population, savoir qui a payé ses impôts, etc. Et les plus anciens textes de Mésopotamie et plus tard de Grèce sont des textes économiques. On a besoin de l'écriture. Et la même chose va se passer pour l'Égypte. Mais concernant l'Europe, justement, l'Europe a un climat beaucoup plus tempéré et des horizons beaucoup plus vastes. Donc ce processus va être beaucoup plus lent, mais néanmoins, à partir de 4500, dans l'expansion du néolithique, on ne peut pas aller plus loin, jusqu'à Christophe Colomb. Donc dans le même espace, la population va continuer à monter indéfiniment. Et il y aura donc 3 conséquences archéologiquement visibles. D'une part, l'apparition de différences sociales de plus en plus fortes. Deuxièmement, des phénomènes de violence, parce que les populations maintenant sont complètement sédentarisées, territorialisées, on ne peut pas aller plus loin. Donc on voit cette violence qui a sans doute existé de tout temps, mais à la marge, qui s'institutionnalise. Et puis enfin, pour nourrir une population de plus en plus importante, il y a une espèce de course permanente au progrès pour produire plus avec les mêmes ressources de départ. Donc c'est là qu'on voit apparaître effectivement les premières différences sociales dans le néolithique. Les premiers temps du néolithique, il n'y a pas de différence importante. Il y a des différences entre les tombes d'hommes, de femmes, de jeunes, de vieux, mais c'est tout. Là, à Varna, en Bulgarie, on a ce personnage qui a 1 kilo d'objets en or, alors que d'autres n'ont rien ou juste un petit vase. Voilà une autre vue du même. C'est les premiers objets en or qu'on connaisse sur Terre, une nécropole de 400 tombes où on a toute une graduation comme ça de richesse emportée dans la tombe. Voilà comment mes collègues bulgares imaginent ce premier chef, entre guillemets, de l'histoire de l'humanité, et vous voyez qu'il n'avait pas l'air très commode. Et les ethnologues, effectivement, souvent distingue 4 grandes strates de complexité sociale. Les chasseurs-cueilleurs, que les Américains appellent des bandes, les tribus, tribes, pour les agriculteurs peu différenciés. Ensuite, le stade des chefferies, chiefdoms, qui sont des sociétés déjà inégalitaires, mais qui ne sont pas encore le stade des sociétés étatiques, qui seront le quatrième stade. Alors, c'est évidemment très grossier comme classification, mais commode, et il y a toutes sortes de subdivisions qui ont été proposées. Alors en Bulgarie, on a et dans l'est de l'Europe, qui est la plus ancienne partie où est apparue l'agriculture et l'élevage, et en plus qui est coincée entre la mer Noire et la mer Égée. Ces différences vont monter très vite. Et à l'autre bout de l'Europe, c'est la même question. Là où on ne peut pas aller plus loin, il n'y a pas encore d'or, de travail de l'or dans ces régions, mais en revanche, on va enterrer les morts sous des monuments importants, donc au début en bois et en terre, et puis bientôt avec les fameux dolmens, qui sont des chambres funéraires qui étaient recouvertes à l'origine de tumulus de terre et de pierre. Et souvent, ces tumulus vont disparaître, ces terres vont disparaître à cause des intempéries de la végétation. Il ne reste plus que cette forme de table, d'où le nom dolmen, table en pierre en breton, mais c'est le même principe que les pyramides égyptiennes. Une chambre funéraire pour un personnage important, recouvert d'un gros tas de pierres qui montre à la fois l'importance du personnage et qui ancre la communauté
dans son territoire. Vous voyez, un des plus célèbres, c'est celui de Barnenez dans les côtes d'Armor, qui englobait une dizaine de dolmens. Oui, voilà le principe schématique avec une chambre et un couloir d'accès pour déposer les morts. Et à ce moment-là, effectivement, d'émergence du pouvoir, des inégalités, eh bien, les représentations féminines vont passer à l'arrière-plan, elles vont toujours durer, mais elles vont devenir minoritaires, et on va avoir à la place des représentations du pouvoir, soit symboliques, là, ces espèces de crosses, soit carrément de guerriers en armes. Or, quand on a des documents historiques, on voit que le pouvoir est toujours corrélé à ces relations avec le surnaturel. Les rois européens sont sacrés, et ils sont de droit divin. Ils sont sacrés au sens propre, puisqu'il va y avoir un sacre. Les empereurs du Japon descendent de la déesse du soleil, les pharaons font revenir les eaux du Nil, les grands chefs polynésiens ont leur corps parcouru par une substance qu'on appelle le mana. Donc il y a un rapport avec le surnaturel. Et quand on voit cette émergence, elle est liée aussi justement à ces grandes manifestations cérémonielles que vont être les dolmens, les menhirs, etc. Et ces représentations du pouvoir. Voilà une statuette qui vient de Hongrie avec aussi cette espèce de crosse sur l'épaule. Et ce qui, contrairement à la Mésopotamie ou l'Égypte, va caractériser l'Europe, c'est que dans chaque région, si en vertical, vous avez le degré de complexité sociale, chasseurs-cueilleurs, néolithique, chefferie jusqu'aux États et aux empires. Et en horizontal, vous avez l'OTAN, moins 4000, moins 2000, 0, plus 1000. Et bien dans chaque région, pas tout en même temps en Europe, mais dans chaque région, vous allez avoir ces moments de montée et de redescente. Comment on les interprète ? Probablement parce qu'il y a eu des phénomènes de résistance, justement, à des moments de pouvoir trop importants. Et c'est ce qui se vérifie aux époques historiques, y compris plus proches de nous. Quand on a des pouvoirs trop excessifs, il y a un moment où il va y avoir des contre-pouvoirs, voire des révolutions. Et on peut, dans chaque région, vérifier justement ces mouvements oscillatoires. Après les grands dolmens réservés à quelques-uns, on va avoir ce qu'on appelle les allées couvertes. Les grands dolmens vont durer quelques siècles. Et les allées couvertes, c'est au contraire des monuments beaucoup plus modestes, mais dans lesquels on va avoir des dizaines, voire des centaines de corps et pratiquement pas d'objets de richesse, d'objets de prestige. Alors, on ne sait pas si c'est toute la communauté ou seulement une partie, mais en tout cas, c'est plus réservé à quelques personnages seulement. Et ensuite, dans l'histoire, on sait qu'on aura très régulièrement des oppositions entre des pouvoirs plutôt monarchiques et au contraire des pouvoirs des grandes familles oligarchiques qui vont s'y opposer. On a ces balancements dans tous les États européens qu'on connaît pour en rester à eux. Donc ça, c'est tout ce premier élément qui est cette émergence de différenciation sociale forte liée en partie au surnaturel. Deuxième phénomène, c'est l'exaspération des violences. On a des preuves de violence entre mâles humains dès le Paléolithique, mais comme je vous le disais tout à l'heure à la marge, là ça se systématise. Les villages qui étaient ouverts au début, comme celui de Kovačevo tout à l'heure, vont commencer à se fortifier, s'entourer de palissades, de fossés, de murs en pierre sèche, jusqu'à culminer comme ici à Los Millares, avec vraiment des fortifications en pierre sèche, des tours, etc. Et ça va aussi, mais je vais y revenir, générer des choses dans l'armement. Et c'est ce qu'on voit là dans ces représentations. Les représentations féminines vont durer encore un peu, mais plus très longtemps, comme ici à gauche. Mais la majorité des représentations qu'on va voir sont celles de chefs en position de pouvoir et
largement armés, poignards, haches, etc., dans différentes régions d'Europe, comme ici dans le nord de l'Italie. La tête en haut, la ceinture, et puis des poignards, des haches, représentés ici dans les gravures de la vallée des Merveilles, au Mont Bégaud, où ce personnage également, qui est assez connu, c'est l'homme trouvé momifié en 1991 dans un glacier alpin, tel qu'il a été reconstitué, qui est mort d'une flèche dans le dos et qui avait aussi de l'ADN de plusieurs personnes sur son poignard en silex. Alors c'est une anecdote, mais ça illustre bien. C'est le plus ancien corps humain qu'on connaisse, parce que des squelettes, on en a depuis 7 millions d'années, mais un corps avec une peau. Et justement, ce corps, il a reçu une flèche et il s'est défendu. Et c'est la plus ancienne peau connue et elle est également tatouée. Or, le tatouage, dans les sociétés traditionnelles, c'est une marque de distinction. Et cette violence, on la vérifie aussi en remettant en cause l'image traditionnelle qu'on a du néolithique, c'est-à-dire une société paisible avec des maisons sur pilotis, des sortes de marinas au bord des lacs où on passait une vie tranquille. Et maintenant, les fouilles ont montré qu'au contraire, c'est des zones de refuge. Il n'y a plus de place ailleurs, donc on se met dans des endroits au bord de lacs alpins ou du Jura, relativement inconfortables, sur pilotis parce qu'il y a une fluctuation du niveau de l'eau, mais aussi pour se protéger avec ça évidemment tout ça est reconstitué, mais avec des palissades et un retour à une alimentation sauvage à peu près provenant de ressources sauvages à peu près à 50% pour les fouilles qui ont été faites par nos collègues Anne-Marie et Pierre Pétroquin sur les lacs de Chalin et de Clairvaux dans le Jura. Et le troisième phénomène, à part la violence et la hiérarchie sociale, c'est cette course au progrès technique. Donc on va développer la traction animale. Au début, les bœufs sont utilisés uniquement pour leur viande. On va inventer la roue. Donc les premières roues sont des roues pleines, avec ici un exemple ethnographique. Donc ce n'est pas encore le char de guerre, parce que pour ça, il faut des roues plus légères, des roues à rayons. On va inventer l'arère, la charrue primitive qui gratte le sol. Représentation pas très lisible, là encore dans les Alpes. Personnage, le laboureur avec sa charrue ici, puis les bœufs avec leurs cornes qui sont vus d'en haut. On va passer à des productions de masse. Des millions de haches qui ont été fabriquées dans les Vosges, en Armorique ou dans les Alpes, et notamment ces haches en jadéite qui sont en partie des biens de prestige qui vont être échangés de manière systématique, qu'on va trouver sur l'ensemble de l'actuel territoire français, mais jusqu'en Belgique et en Hollande et dans les îles britanniques et même jusqu'au Danemark, qui viennent toutes du mont Viso en Italie, près de la frontière française, et qui sont diffusées très largement. Mais on peut voir aussi que une partie de leur répartition coïncide avec les sources de sel, soit au bord de la mer, comme on vient de le voir, soit en Allemagne, où on a des sources salées. Alors le sel, comme par définition il se dissout, on ne le trouve pas directement, sauf en analysant la présence de chlore, mais on a des sources salées avec des traces d'exploitation dès le néolithique, et on voit là pour l'Allemagne, l'endroit où on trouve des haches, c'est les ronds verts, dont la taille est proportionnelle au nombre de haches, et les étoiles rouges, c'est les sources salées. Et on voit qu'il y a une coïncidence relativement frappante qui montre, qui prouve ces échanges.
Donc, échange généralisé, production de masse et amélioration des rendements dans lequel on continue à être jusqu'à nos jours, puisque on aura un peu plus tard l'outillage en fer, puis la mécanisation au XIXe siècle, et puis maintenant tous les intrants, pesticides, engrais, etc. Et à la fin du néolithique, effectivement, on va développer notamment la métallurgie, d'abord du bronze, puis du fer. Notamment, au début, ce n'est que le bronze, donc ça reste des objets de prestige, mais essentiellement soit guerriers, soit de parure. Avec le métal, on peut inventer des formes beaucoup plus performantes pour tuer son semblable, donc les épées qui permettent de tuer de plus loin, et ça va générer cuirasses et casques et jambières, et c'est le début de la course aux armements qui s'arrêtera jamais. Alors, on connaît des guerres au Proche-Orient grâce aux textes et aux bas-reliefs, mais la plus ancienne grande bataille qu'on connaisse maintenant, c'est dans le nord de l'Allemagne, vers moins 1200, où on a retrouvé des centaines de cadavres, et avec des armes, épées, pointes de lance, pointes de flèches en bronze, mais encore pointes de flèches en silex. On est pourtant que vers moins 1200, et même massues en bois, parce que c'était conservé. Et là, ce qui va caractériser l'évolution de l'idéologie, c'est l'importance du soleil en tant que symbole d'un cosmos hiérarchisé, avec cet extraordinaire disque trouvé à Nebra, dans le nord de l'Allemagne, avec le soleil, la lune, la constellation des Pléiades, ou à la même époque, au Danemark, cet objet qui réunit comme objet de pouvoir à la fois le char de guerre à roues à rayons, qui sont inventés à peu près à cette époque, le cheval comme objet de prestige et guerrier, et puis le rayon, la roue solaire, ou toujours à la même époque, dans le dernier état de Stonehenge, avec toujours cette organisation circulaire qu'on a vu apparaître au Proche-Orient, et qui est organisée de telle façon que le soleil se lève au solstice d'été, le 21 juin, dans l'axe du monument. Mais à la différence de ce qui se passe au Proche-Orient, en raison de ces vastes espaces qui ne permettent pas de tenir des populations si le pouvoir devient trop considérable, on ne va pas aller vers les villes, il faudra beaucoup plus de temps. On a des fermes aristocratiques, des grandes maisons de l'âge du bronze, mais ça ne va pas dépasser ce stade. On va continuer à osciller, si j'ose dire, comme on l'a vu tout à l'heure, dans chaque région. Et pour terminer la perspective, on arrive à l'âge du fer, où l'Europe va être divisée en 3 bandes du sud au nord. Au sud, les premières cités-États, à partir du 8e siècle, à part l'épisode de la Crète et de Mycène. Donc, à partir du 8e, 7e siècle, les cités-États d'Italie, de Grèce et partiellement de la péninsule ibérique. Au centre, une bande qui va des Celtes jusqu'au site SCY, qui sont des États en constitution et qui commercent avec les cités-États méditerranéennes, et puis au nord des sociétés qui vont rester au stade de la chefferie. Donc si on regarde ce qui se passe dans cette partie centrale, chez les Celtes par exemple, on voit émerger des villes, mais plus tard, chez les Grecs, c'est 8e, 7e siècle. Là, c'est à partir du 2e siècle qu'on voit apparaître les premières villes, reconstitution près de Clermont-Ferrand, mais où les campagnes commencent à être quadrillées par des grandes exploitations agricoles aristocratiques,
c'est les points rouges ici. Maintenant, avec l'archéologie préventive, on en a découvert beaucoup. Ce qui prouve que c'est l'archéologie préventive, c'est que vous voyez, c'est en ligne. Les lignes ne correspondent pas à la réalité, mais uniquement au fait que c'était des autoroutes ou des lignes de TGV. Donc, c'est là qu'on en a découvert, mais il faudrait multiplier, passer de la première à une deuxième dimension. Ça donne une idée de la couverture. On va avoir des économies monétaires et une révolution technique qui est celle du fer. Le bronze, en tant que combiné de cuivre et étain, est relativement rare dans la nature. Le fer est très abondant dans la nature et beaucoup plus résistant. Et donc, si on prend l'avis des paysans, eh bien, les premières inventions, c'est la mise en place au néolithique, la maison quadrangulaire en bois et en terre, et les céréales et le mouton, chèvre, porc et bœuf. Après vient le cheval et puis le fer. Et jusqu'au XXe siècle, jusqu'à la mécanisation, il ne va pas se passer grand-chose de plus au niveau de la vie paysanne. Le paysan de base va payer ses impôts à toutes sortes de pouvoirs successifs, mais ce qui va constituer et la vie paysanne et le système alimentaire des sociétés européennes va rester pareil. Et de fait, si on prend le monde il y a seulement 3000 ans, les seules zones où il y a des États, c'est le bleu clair, c'est-à-dire l'Égypte, donc en moins 1000 avant notre ère, l'Égypte, Mésopotamie, Anatolie, et puis la Chine. Le reste en jaune, c'est chasseurs-cueilleurs, en vert clair, c'est les sociétés agricoles normales, et en marron, c'est justement les sociétés à chefferie, les sociétés agricoles déjà inégalitaires. Mais vous voyez que les États, il y a 3000 ans, c'est rien du tout. Et on va s'acheminer vers l'Empire romain, effectivement, l'étatisation d'une grande partie de l'Europe. Et si on vous laisse le représenter comme ça dans le temps, vous avez Europe du Sud, Europe centrale, Europe de l'Ouest et Europe du Nord. Et le temps est en vertical, ça descend du plafond et ça va vers jusqu'à maintenant. Et vous avez d'abord les sociétés en blanc, c'est les sociétés de chasseurs-cueilleurs, qui durent depuis très longtemps et qui vont, dans l'extrême nord, durer presque jusqu'à nos jours, avec les Lapons ou Sam. Puis en bleu-vert, les sociétés néolithiques, qui est plus ou moins égalitaires, mais qui vont durer que 2000 ans. Puis les sociétés dites à chefferie, que vous avez en vert foncé, qui dans le nord de l'Europe également vont durer jusqu'au Moyen-Âge. Puis les États en jaune, les cités méditerranéennes, l'Empire romain qui se poursuit à l'est en Empire byzantin puis ottoman, et puis en bleu-violet les États médiévaux. Et du point de vue des représentations, avec des sociétés de plus en plus complexes, on va à la fois avoir un art de prestige des classes les plus favorisées et puis des choses beaucoup plus humbles dans les maisons des classes populaires. Et si on s'amuse un instant à aller jusqu'à nos jours, ben, on aura l'opposition entre effectivement cet art de prestige par opposition avec les souvenirs beaucoup plus populaires et modestes qu'on va retrouver dans les classes défavorisées de nos sociétés. Et pour en rester aux représentations, eh bien, la dernière révolution technique, ça va être l'invention de la photo. Vous avez la plus ancienne photographie, celle de Niepce en 1828, qui fait que l'art n'a plus besoin de représenter le visible, comme avait dit Paul Klee, mais rend visible, on confie ses impressions, jusqu'au moment où on peut se demander qu'est-ce qui est de l'art. Avec Marcel Duchamp, n'importe quoi fait art, il suffit de le décider. Et l'art peut même devenir juste un objet d'optimisation fiscale avec ces différents types de représentations. Et pour vous montrer qu'on est dans la continuité, cette idée du chef en armes
vous allez la voir pendant tout le 19e siècle, mais également le 20e siècle. Et c'est exactement la même idée qu'on a dès la fin du néolithique, ici sur les Champs-Élysées. Et les représentations féminines vont se poursuivre, mais de manière beaucoup plus modeste, même si la question de la sexualité reste présente en un arrière-fond de préoccupation autour de ça, puisque la Sainte Vierge est vierge par définition et elle-même fruit d'une immaculée conception, et qu'on va retrouver cette question d'interrogation sur la sexualité dans beaucoup de religions. Ce n'est pas évidemment leur seule fonction, mais c'est une de leurs fonctions. Que les représentations féminines vont par contre être nombreuses, sécularisées, mais que ce n'est pas du tout une preuve que les femmes auraient le pouvoir. C'est plutôt le contraire. C'est les femmes comme objet de consommation ou à faire consommer. Si bien que la dernière question, c'est est-ce que c'était une bonne idée finalement d'inventer l'agriculture ce qu'on peut voir effectivement du point de vue de la démographie sur ce schéma, c'est que vous avez un premier palier avec l'arrivée d'Homo sapiens, quand ça monte en Europe, et puis après, à partir du moment où vous avez l'agriculture, là en jaune, ici, et bien là, ça monte de manière asymptotique. Et si on regarde par exemple l'alimentation, eh bien à droite, en regardant que le schéma de droite, du point de vue des acides gras insaturés, ceux qui sont pas du tout bons, eh bien vous avez en rouge, c'est ce qu'on mangeait au Paléolithique, et en jaune, c'est ce que nous on mange, et en bleu, gris, c'est ce que nous recommandent les nutritionnistes. Donc vous voyez que ça ne veut pas dire qu'il faudrait retourner au Paléolithique, mais ça veut dire que le néolithique a créé effectivement un bouleversement de nos habitudes alimentaires auxquelles on ne s'est pas encore complètement adapté. Si bien que, comme vous le savez, il y a toutes sortes de réflexions pessimistes sur l'état de la planète. On parle d'anthropocène maintenant, sur le fait qu'on est pour la première fois dans une ère qui n'est plus déterminée par la géologie ou le climat, mais qui est déterminée par l'action de l'homme sur le climat. Voilà quelques schémas, si vous promenez sur Internet, sur l'évolution, cette fameuse ligne qui va du singe à l'homme blanc barbu, qui a été beaucoup critiquée, parce qu'en fait, on sait maintenant que c'est un buissonnement, l'évolution des espèces humaines. Voilà. D'autres schémas encore plus pessimistes, puisqu'on parle de l'intelligence artificielle, ou celui-là, puisqu'on s'interrogeait sur la domination masculine, qui est également une autre représentation. Donc actuellement, il y a néanmoins une série d'interrogations sur est-ce que tout ça était fatal. Il y a des sociétés qui sont plus violentes que d'autres, il y en a qui sont plus démocratiques que d'autres. Donc ma position est que c'est justement pas une fatalité qui nous serait tombée sur la tête, mais que c'est ce que chaque société humaine fait avec son environnement. On a un certain nombre d'exemples dans l'histoire de sociétés qui sont allées dans le mur, comme les Mayas qui ont surexploité leur environnement. C'est une des interprétations même s'il y a débat sur l'île de Pâques. On a régulièrement des effondrements. Il y avait un célèbre best-seller de l'américain Jared Diamond, qui est traduit, collapse en anglais, traduit sous le terme d'effondrement, des effondrements pour une mauvaise gestion justement de rapport avec l'environnement. Et il y a tout un courant dans l'anthropologie justement autour de cette idée de sociétés qui ont résisté au pouvoir et qui ont essayé. Notamment en France, l'ethnologue Pierre Clastre, qui a travaillé en Amazonie, qui montrait que dans chaque tout groupe, même relativement égalitaire de chasseurs-cueilleurs, il y a un personnage charismatique qui correspond à ce que nous, on appelle un chef, donc une certaine autorité, mais qui a autant de devoirs que de droits, et avec toutes sortes de mécanismes
Il avait appelé son livre « La société contre l'État », de mécanismes pour empêcher qu'il y ait trop de pouvoir. Si on prend la démocratie athénienne, qui n'était pas exemplaire, puisque ça concernait que 10% de la population, il n'y avait ni les femmes, ni les esclaves, ni les étrangers, les métèques, mais une partie des charges importantes étaient tirées au sort et tournantes. La haute administration, c'était des esclaves, la police aussi. Donc il y a des sociétés qui ont des mécanismes, et on a vu ces mouvements de haut et de bas. Là, le livre de James Scott, dont j'ai fait la préface, Homo domesticus, est assez intéressant parce qu'il montre justement comment les États se sont construits souvent sur des céréales. Là où il y a eu État, c'est là où la subsistance reposait essentiellement sur des céréales. Pourquoi ? Parce qu'elles sont toutes mûres en même temps. Ça se voit, c'est pas comme le manioc, patate douce, igname, et on peut les prélever et les décompter, prendre 10% de la récolte comme sur le principe de la dîme sous la monarchie française. Et Scott s'est beaucoup intéressé, y compris d'une manière ethnologique, sur sociétés qui ont résisté à l'État, notamment son livre qui s'appelle Zomia, où l'art de ne pas être gouverné montrait que toutes les tribus qui sont dans les montagnes de l'Asie du Sud-Est pendant très longtemps se sont passées de l'État, ont vécu dans des interstices, et il y a eu un certain nombre d'études autour de ça. Donc, ce qu'on peut dire, en résumé, c'est qu'effectivement, il y a eu cette montée qui est directement issue du néolithique, tous ces phénomènes de pouvoir, mais qui ne sont pas forcément irrémédiables. Personnellement, je préfère vivre maintenant qu'au néolithique, mais ça dépend effectivement comment les sociétés, après, s'organisent globalement. Donc, le pire n'est pas forcément toujours sûr, et si vous voulez réviser, je vous conseille ces 3 ouvrages de moi-même, donc sûrement très bons. Et je vous remercie de votre attention.